Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. En Espagne, les élections de dimanche dernier ont accordé une courte victoire au Parti populaire et ont marqué la fin du bipartisme dans le pays. Au Yémen, le principe d'un nouveau cycle de discussion de paix a été agréé par les parties belligérantes et le cessez-le-feu devrait être prolongé. À Shenzhen, dans le sud de la Chine, plusieurs bâtiments d'un parc industriel se sont effondrés et ont été engloutis par un important glissement de terrain. En Chine, les hauts dirigeants concluent à la conférence sur le travail économique fixant les objectifs de croissance pour 2016. Enfin, on a célébré dimanche dernier le 16e anniversaire de l'établissement de la région administrative spéciale de Macao et le retour de Macao dans le JO de la Chine. Nous ouvrons ce journal avec les élections législatives en Espagne. Le peuple espagnol a envoyé dimanche un avertissement clair aux formations politiques traditionnelles. Le Parti populaire de droite est arrivé en tête des élections législatives, mais a perdu sa majorité absolue. Les socialistes sont deuxièmes, talonnés par Podemos. Résultat, un parlement morcelé et un pays difficile à gouverner. Les conservateurs du Parti populaire au pouvoir depuis 2011 ont remporté 121 sièges sur 350 au Parlement, soit 65 sièges de moins qu'en 2011, et loin de la majorité absolue qui leur permettrait d'être investis sans souci. Même avec le soutien des 40 députés de la nouvelle formation libérale Ciudadanos, qui a annoncé à maintes reprises qu'elle refuserait l'investiture au chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, ils auraient des difficultés à former un gouvernement. Le Parti socialiste arrive deuxième avec 91 sièges, le pire résultat de son histoire. Son hégémonie est menacée par l'autre nouvelle formation, celle-ci de gauche radicale, Podemos. Le parti de Pablo Iglesias, né en janvier 2014, émerge comme troisième force politique et obtient avec ses alliés plus de 20% des voix et 69 sièges. Il avait même été donné en deuxième position par un sondage réalisé à la sortie des urnes. Au Moyen-Orient, le ministre yéménite des Affaires étrangères Abdelmalek Al-Meklafi a annoncé que le cessez-le-feu de 7 jours sera prolongé d'une semaine supplémentaire à la condition que les Houthis chiites et leurs alliés s'engagent à respecter la trêve. Les deux parties ont promis de respecter le cessez-le-feu soutenu par l'ONU qui a coïncidé avec le début des pourparlers de paix le 15 décembre en Suisse, mais plusieurs violations ont été notées. Malgré les brèches, M. Meklafi a annoncé qu'il considérait les pourparlers comme un succès. Les deux parties se sont mises d'accord sur certaines règles de base vis-à-vis des négociations ainsi que pour un programme, échangeant également des idées quant à la manière de parvenir à un accord de paix. Selon des sources proches du gouvernement yéménite, des délégations des deux parties se seraient mises d'accord sur un nouveau tour de négociations qui devrait débuter le 14 janvier. Le lieu de la rencontre n'a quant à lui pas encore été décidé. Au Moyen-Orient toujours, des appareils militaires irakiens ont distribué des prospectus dans la ville de Ramadi, appelant les habitants à quitter la localité dans les 72 heures. Cette ville de l'ouest de l'Irak se trouve aux mains des militants du groupe État islamique. Un porte-parole de l'armée a déclaré que les prospectus indiquaient une route sûre pour évacuer les civils et leur demande de transporter avec eux leurs documents d'identification. Toutes les forces de sécurité ont reçu des instructions pour s'occuper des civils qui viendraient à eux. Un responsable a déclaré que cette action était le signe qu'une grande opération militaire pour reprendre le centre de la ville allait bientôt être lancée. La semaine dernière, des forces de sécurité irakiennes ont annoncé qu'elles avaient réussi à avancer sur 2 fronts à Ramadi, chassant les militants du groupe État islamique d'une base de commandement militaire. Les services de renseignement irakiens estiment que le nombre de combattants du groupe État islamique retranchés dans le centre de Ramadi varie entre 250 et 300. La Tunisie serait sous la menace d'une attaque terroriste. Les ambassades britanniques et américaines ont averti d'une possible attaque dans un centre commercial dans la capitale Tunis. La Tunisie a récemment annoncé qu'elle rejoindrait la coalition militaire sous l'égide de l'Arabie saoudite afin de combattre l'organisation État islamique.
Le président tunisien Béji Saïd Essebsi a déclaré, à l'occasion du 5e anniversaire de la Révolution, que la Tunisie ne peut pas être opposée à l'initiative saoudienne et à l'alliance de 34 pays pour former une coalition militaire islamique afin de combattre l'organisation État islamique. Béji Saïd Essebsi a affirmé que la Tunisie est en guerre contre le groupe armé et qu'il est naturel qu'elle rejoigne la coalition. Cependant, il a ajouté que la Tunisie n'envisage pas d'envoyer des militaires pour rejoindre cette force, mais qu'elle apportera plutôt une aide politique et diplomatique à la coalition parce que la Tunisie doit garder son armée pour combattre le terrorisme sur son propre sol. La Tunisie a connu cette année 3 attaques, toutes revendiquées par l'organisation État islamique, et elle est toujours sous la menace. En effet, hier, les ambassades britanniques et américaines ont averti leurs ressortissants d'éviter un centre commercial récemment ouvert à cause d'une menace imminente d'attaque qui pourrait y avoir lieu aujourd'hui. Les experts et analystes en sécurité en Tunisie ont dit qu'une partie importante dans cette guerre est le partage d'informations et de renseignements entre les services de sécurité. Il est cependant peu clair à présent quelle quantité de ressources et d'informations cette coalition va collecter auprès de ses 34 pays membres. En Afrique toujours, le gouvernement somalien a lancé la Conférence nationale de la jeunesse, un rassemblement de la jeunesse dans et à l'extérieur des frontières du pays. CCTV a participé à la conférence à Mogadiscio. Un rassemblement ayant ses propres caractéristiques. La Conférence nationale de la jeunesse donne à la jeunesse somalienne une voix pour la première fois depuis 2 décennies. Ils ont été touchés par le conflit civil et sont désormais heureux. Le gouvernement leur donne la possibilité de s'exprimer. C'est là une opportunité pour les jeunes somaliens de se réunir et de partager leurs opinions. 2 tiers de la population somalienne est constituée de jeunes de moins de 35 ans, ce qui constitue un nombre important, et nous avons un plus grand rôle à jouer à l'avenir. Le rassemblement réunit les jeunes venant de tous les États du pays. Certains également sont originaires de la diaspora, tels que d'Europe et des États-Unis. Les discussions d'aujourd'hui visent à forger l'avenir de cette jeunesse, alors que la représentation politique revêt une importance particulière en Somalie. Il s'agit du premier rassemblement du genre à être organisé en Somalie et le premier en 2 décennies. La jeunesse somalienne rassemblée ici aujourd'hui a un message pour le gouvernement somalien, que ce sont eux les dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Le Premier ministre somalien a cependant indiqué que son administration accorderait la priorité aux intérêts de la vaste population jeune du pays, à la recherche de vie meilleure. Notre jeunesse est confrontée et continue de faire face à nombre de défis. Ils sont devenus les victimes de l'extrémisme. Ils ont été contraints de rejoindre des groupes militants. Certains ont dû fuir le pays à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Mon administration combattra sans relâche pour mettre un terme à cette migration de la jeunesse somalienne. Également au programme était la politique nationale pour la jeunesse, un programme devant être lancé prochainement, quelques jours après que le Conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté les États membres d'accroître la participation de la jeunesse dans le processus décisionnel. Nous sommes en train de finaliser cette politique nationale de la jeunesse. Nous allons également former un congrès national de la jeunesse qui s'intéressera aux problématiques de la jeunesse, pas uniquement dans les grandes villes, mais aussi dans les localités populaires et rurales. Ces jeunes seront la voix de la jeunesse somalienne dans tout le pays. La conférence a été saluée en tant que succès par beaucoup, mais la jeunesse somalienne déclare vouloir des emplois. Pas seulement une conférence, et à moins que cela se réalise enfin, nombreux sont ceux qui continueront à fuir le pays à la recherche d'une vie meilleure ailleurs. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant la rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Zhao Zhejin. Zhejin, bonjour. Bonjour Elsa. Il me semble que l'actualité chinoise est dominée par un bien triste événement aujourd'hui. Et voilà, nous allons ouvrir cette partie avec les dernières nouvelles concernant le glissement de terrain survenu dimanche dans un parc industriel à Shenzhen, dans la province chinoise du Guangdong. Selon le dernier point de presse ayant eu lieu lundi à 9h heure de Beijing, au total 91 personnes étaient toujours portées disparues. Plus de 900 personnes ont été évacuées saines et sauves et 3 personnes sont blessées. 7 personnes ont été sauvées et amenées à l'hôpital, aucune dans un état critique. 33 bâtiments ont été ensevelis par le glissement de terrain qui s'est déclenché dans le parc industriel de Hangtayu vers 11h40 du matin, laissant plus de 100 000 mètres carrés de débris sur le site. Un quartier général de secours a été mis en place et plus de 2000 professionnels mobilisés,
dont des policiers, des pompiers et des travailleurs médicaux. Des signes de vie ont été détectés à 3 endroits du site. Les efforts de secours ont été freinés par une série d'obstacles, parmi lesquels la pluie, le peu de visibilité la nuit et la grosse quantité de boue. Le secrétaire du parti de la ville dirige les opérations de secours. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour l'opération de secours. L'effondrement s'est produit sur une grande surface et au moins 500 pompiers ont été mobilisés jusqu'à présent. L'opération de secours nécessite un haut niveau d'expertise et fait face à de grandes difficultés, mais nous faisons tout ce que nous pouvons. 200 autres pompiers vont être déployés aux côtés d'un escadron spécial de secouristes de la police militaire. Les plus hauts dirigeants de la Chine devraient conclure aujourd'hui leur conférence centrale sur le travail économique du pays. La réunion à huis clos devrait accoucher d'un document clé fixant l'agenda national pour l'économie et traçant ainsi les plans pour 2016. Une tâche clé est de fixer les objectifs de croissance du PIB de l'an prochain. Parmi les experts, il est largement anticipé que le taux de croissance annuel soit fixé entre 6,6 et 6,8%. Des experts disent que la recherche d'une croissance économique stable sera toujours l'objectif principal pour l'an prochain, alors que 2016 est la première année du 13e plan quinquennal et qu'il pourrait y avoir des pressions économiques à la baisse. Un autre point important concerne les réformes structurelles et comment mettre à niveau le schéma de développement d'un modèle dirigé sur les investissements et les exportations à un modèle dirigé par l'innovation et la consommation. L'économie chinoise a été confrontée cette année à une pression sans précédent, avec la reprise économique mondiale qui tourne au ralenti et la surcapacité de certaines industries en Chine. L'économie nationale se retrouve au milieu d'une nouvelle normalité. Et la restructuration économique a été une phrase clé cette année. Il y a quelques jours, un nouveau groupe industriel a été lancé dans la zone du parc des sciences de Zhongguancun à Beijing. Il s'agit du couloir de mégadonnées Beijing-Tianjin-Hebei. Beijing se concentrera sur la recherche et le développement. Tianjin prévoit de construire des centres de fabrication d'équipements et Chengde et Zhangjiakou, dans la province du Hebei, aideront à conserver les données. L'industrie des mégadonnées devrait permettre la création de plus de 500 entreprises de gestion de ce secteur et devrait gérer un revenu de près de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un ensemble industriel disposant d'une chaîne industrielle complète. Utiliser la haute technologie pour créer une nouvelle ceinture industrielle est l'une des réformes envisagées pour cette région Beijing-Tianjin-Hebei. Les réformes sont conduites sous une pression sans précédent de l'économie. Les problèmes de structure économique sont croissants et les ressources, tout comme l'environnement, sont surchargés et les piliers traditionnels de l'industrie observent des excès de la capacité de production. Les profits des 5 industries que sont le charbon, le fer et l'acier, la pétrochimie et les matériaux de construction ferreux et les métaux non ferreux ont connu une chute de 42,8%. Cela indique un important changement structurel qui est l'affaiblissement des industries énergétiques traditionnelles. Lors d'une réunion clé du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping a introduit le concept de développement passant par l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage. Le nouveau concept de développement a fourni une direction importante à la restructuration économique et à l'amélioration industrielle. 3 stratégies, une ceinture et une route, le développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei et la ceinture économique du fleuve Yangtze ont été discutés lors de la conférence centrale économique de travail de l'année passée. Et les plans détaillés y ont été présentés cette année. Les stratégies de la ceinture économique du fleuve Yangtze et du développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei ont permis la promotion d'une future évolution industrielle des régions centrales et de l'ouest de la Chine. Il s'agit là d'une optimisation de l'agencement industriel. Également cette année, le Conseil des affaires d'État a dévoilé un plan national sur 10 ans appelé Fabriquer en Chine 2025. L'objectif est de transformer la Chine d'un géant manufacturier vers une puissance manufacturière mondiale. Les statistiques montrent qu'au cours des 3 premiers trimestres de l'année, les industries de haute technologie ont enregistré une croissance de 10,4%, soit 4,2% plus rapide que la croissance industrielle générale. Les chiffres de novembre montrent que le taux de croissance industrielle était de 6,2%, soit le niveau le plus élevé en 5 mois. Et l'industrie des équipements de haute technologie a émergé en tant qu'importante force motrice du développement. Cette année, la Chine a signé des accords sur le nucléaire d'une valeur dépassant les 10 milliards de dollars avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Argentine et le Kenya.
La Chine a publié une carte de démarcation des zones maritimes et terrestres de la région administrative spéciale de Macao. Selon la nouvelle carte, une zone maritime de 85 km² à l'est et au sud de Macao sera administrée par la ville, ainsi qu'une bande terrestre destinée à l'établissement d'un centre d'inspection frontalier entre Macao et la ville de Zhuhai dans la province du Guangdong. Le projet de carte a été avalisé lors d'une réunion de l'exécutif du Conseil des affaires d'État le 16 décembre dernier. La nouvelle carte est entrée dimanche en vigueur quand le Premier ministre chinois Li Keqiang a signé le décret de publication. Dimanche a marqué le 16e anniversaire de l'établissement de la région administrative spéciale de Macao et de son retour dans le giron de la Chine. Plus de détails dans ce reportage. Des centaines de personnes ont participé à la cérémonie de levée de drapeau sur la place du Lotus. La Poste de Macao a proposé également un service de tamponnage commémoratif pour le public. Une série d'activités, dont un concert et un lancer de feux d'artifice, ont également été organisées. Lors d'une réception organisée pour les célébrations, le chef de l'exécutif de la région administrative spéciale, Choi Sai-on, a déclaré que Macao avait grandement bénéficié du soutien du gouvernement central en se basant sur le principe d'un pays de système. Macao a connu un progrès économique et social continu au cours des 16 dernières années avec le soutien plein et entier du gouvernement central et des efforts de toute la communauté. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Macao continuera à diversifier l'économie locale, à renforcer la coopération régionale et à améliorer la qualité de vie des habitants grâce au soutien du gouvernement central. Terminons cette partie avec un peu de météo. Un smog dense continue d'envelopper le nord de la Chine. Le ministère de la Protection de l'Environnement a déclaré que plus de la moitié des 70 villes de la région Beijing, Tianjin et Hebei sont affectées par des niveaux de pollution lourds ou dangereux. Le ministère chinois dit que le smog devrait s'attarder jusqu'à mardi et devrait diminuer à partir de ce mercredi. Les données de télédétection des satellites font voir des brouillards polluants s'étendant sur 660 000 km². Le niveau des particules fines inférieur à 2,5 micromètres devrait avoisiner les 400 microgrammes par mètre cube et dans les zones les plus polluées, bien au-delà de la limite de 25 microgrammes préconisée par l'Organisation mondiale de la santé. L'alerte rouge a été décrétée à Beijing, limitant ainsi les véhicules sur les routes et interdisant les feux d'artifice et les barbecues en plein air. Tianjin et d'autres villes sont sous alerte orange. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Elsa, c'est à vous. Merci Georgine et j'espère qu'après le smog, le beau temps, n'est-ce pas? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez donc Georgine et Julie pour les éditions suivantes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.